Le 23 septembre 2017, Armel Guérin, professeur d'éducation physique de 41 ans, et son fils Théo, âgé de 12 ans, partent pour une randonnée matinale dans les Alpes françaises, près d'Annecy. Ils connaissent parfaitement ces sentiers, les ont parcourus des dizaines de fois ensemble. Pourtant, ce jour-là, ils ne reviendront jamais. Pendant 2 années entières, leur disparition reste un mystère complet. Aucune trace, aucun indice, comme s'ils avaient été engloutis par la montagne elle-même. Puis le 15 octobre 2019, Rex, un chien de chasse appartenant au chasseur local Marcel Jouffroy, se met à gratter frénétiquement le sol dans une zone boisée isolée à 3 kilomètres du dernier point où mère et fils avaient été vus vivants. Ce que l'animal déterre ce jour-là va révéler une vérité si troublante qu'elle bouleversera à jamais la compréhension de cette affaire. Car sous cette terre apparemment innocente se cachait un secret soigneusement enfoui, une preuve irréfutable d'un crime que personne n'avait soupçonné. Comment 2 personnes expérimentées peuvent-elles disparaître sans laisser la moindre trace sur un sentier qu'elles connaissaient par cœur? Et surtout, que cachait vraiment cette terre fraîchement remuée que Rex a découverte 2 ans plus tard? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Annecy, surnommée la Venise des Alpes, est une ville de 70 000 habitants nichée entre le lac d'Annecy et les montagnes savoyardes. Cette région, réputée pour ses paysages exceptionnels et ses sentiers de randonnée, attire chaque année des millions de visiteurs. Mais pour les habitants locaux, ces montagnes représentent bien plus qu'un simple décor touristique. Elles font partie intégrante de leur mode de vie. Armel Guérin incarnait parfaitement cette culture alpine. Née et élevée à Annecy, elle avait grandi en arpentant les sentiers de montagne avec ses parents. À 41 ans, cette femme aux cheveux châtains et au regard déterminé enseignait l'éducation physique au Collège Saint-Michel depuis 15 ans. Ses collègues la décrivaient comme une personne méthodique, passionnée par la nature et d'une compétence remarquable en matière d'activité de plein air. Son fils Théo, âgé de 12 ans, avait hérité de cette passion familiale pour la montagne. Élève de 5e au même collège où sa mère enseignait, il était un enfant dynamique et curieux, toujours enthousiaste à l'idée de partir en randonnée. Depuis l'âge de 8 ans, il accompagnait régulièrement Armel lors de ses sorties dominicales, développant progressivement une excellente condition physique et une connaissance approfondie des sentiers locaux. La relation entre Armel et Théo était particulièrement fusionnelle depuis son divorce avec Gildas Guérin, finalisé en mai 2016. Gildas, âgé de 44 ans, travaillait comme soudeur industriel dans une entreprise métallurgique de la périphérie d'Annecy. Leur mariage, qui avait duré 13 ans, s'était progressivement détérioré en raison du caractère de plus en plus contrôlant et possessif de Gildas. Les proches d'Armel témoigneront plus tard que Gildas avait eu du mal à accepter la séparation. Même après la finalisation du divorce, il continuait à appeler fréquemment son ex-épouse, prétextant des questions concernant leur fils pour maintenir le contact. Armel avait confié à sa meilleure amie, Élise Fontaine, professeure de mathématiques dans le même établissement, qu'elle se sentait parfois épiée par son ex-mari. Élise se souvient particulièrement d'une conversation qu'elles avaient eue en juin 2017. Armel m'avait dit qu'elle avait l'impression que Gildas la suivait parfois. Elle l'avait aperçu dans sa voiture près de l'école à plusieurs reprises, alors qu'il n'avait aucune raison d'y être. Quand elle lui en parlait, il prétendait être là par hasard pour des courses ou des rendez-vous professionnels. Malgré ses préoccupations, Armel menait une vie relativement paisible. Elle habitait un petit appartement de 3 pièces dans le quartier résidentiel des Marquisats, avec vue sur le lac d'Annecy. Chaque week-end, lorsque Théo n'était pas chez son père selon le planning de garde établi par le juge, ils partaient ensemble découvrir de nouveaux sentiers ou revisiter leur parcours favori. Leur randonnée préférée était le sentier qui mène au col de la Forclaz,
Un itinéraire de difficulté moyenne qui offre une vue panoramique exceptionnelle sur le lac et les montagnes environnantes. Ce sentier, long de 8 km aller-retour, était parfaitement adapté au niveau de Théo et permettait à Armel de combiner sa passion pour la montagne avec des moments privilégiés avec son fils. La communauté d'Annecy est relativement soudée, particulièrement parmi les amateurs de randonnée qui se croisent régulièrement sur les sentiers. Armel et Théo étaient des visages familiers pour les habitués des parcours alpins. Leur disparition allait donc rapidement alerter non seulement leurs proches, mais aussi cette communauté élargie de montagnards locaux. Le vendredi 22 septembre 2017 au soir, Armel reçoit un appel de Gildas. Selon les relevés téléphoniques qui seront analysés plus tard, la conversation dure exactement 7 minutes et 32 secondes. Gildas informe Armel qu'il ne pourra finalement pas prendre Théo le week-end suivant comme prévu, invoquant une urgence professionnelle. Cette modification de dernière minute du planning de garde ne surprend pas particulièrement Armel, habitué aux changements d'humeur et aux imprévus de son ex-mari. Le samedi 23 septembre, Armel se réveille vers 7 heures du matin. La météo est idéale pour une randonnée. Un ciel dégagé, une température de 15 degrés et aucune prévision de pluie. Elle consulte rapidement les conditions météorologiques sur son téléphone et décide de proposer à Théo une sortie improvisée vers le col de la Forclaz. Théo, enthousiaste comme toujours, accepte immédiatement. Ils préparent méthodiquement leur équipement. Sacs à dos avec vivres pour la journée, bouteilles d'eau, trousses de premiers secours, vêtements de rechange et équipements de sécurité de base. Armel, en tant que professeur d'éducation physique, avait toujours insisté sur l'importance d'être bien préparé, même pour des randonnées qu'il connaissait parfaitement. Vers 9h15, ils chargent leur matériel dans la Renault Clio bleue d'Armel et quittent leur appartement. Élise Fontaine, qui habite l'immeuble voisin, les aperçoit par sa fenêtre et échange un signe de la main avec Armel. Ce sera le dernier contact visuel qu'une personne de leur entourage aura avec eux. Le trajet jusqu'au point de départ du sentier du col de la Forclaz prend environ 25 minutes depuis le centre d'Annecy. Armel gare sa voiture sur le petit parking aménagé au pied du sentier, à côté de 3 autres véhicules. Un couple de retraités allemands, Hans et Greta Müller, qui partent également en randonnée ce matin-là, remarquent Armel et Théo, qui s'équipent près de leur voiture. Ils échangent quelques mots aimables en anglais sur les conditions météorologiques exceptionnelles de cette journée. À 9h52 exactement, selon l'horodatage d'une photo prise par Théo avec l'appareil photo numérique d'Armel, ils commencent leur ascension. Cette photo, qui sera retrouvée plus tard sur la carte mémoire de l'appareil, montre Armel souriante au départ du sentier, avec en arrière-plan le lac d'Annecy baigné par la lumière matinale. Le sentier du col de la Forclaz est un itinéraire bien balisé qui serpente à travers une forêt de sapins avant de déboucher sur des pâturages alpins. La première partie, en montée régulière, traverse une zone boisée dense où la visibilité est limitée. Après environ 1h30 de marche, le sentier s'ouvre sur un plateau d'alpage, offrant une vue dégagée sur toute la vallée. Vers 11h30, un groupe de 4 randonneurs français croise Armel et Théo dans la partie boisée du sentier. Marie-Claire Dubos, institutrice retraitée de 63 ans qui faisait partie de ce groupe, se souvient parfaitement de cette rencontre. Ils montaient à un rythme soutenu, mais semblaient parfaitement à l'aise. La mère et le fils discutaient de quelque chose qui semblait les amuser. L'enfant paraissait en excellente forme et très enthousiaste. Nous avons échangé les salutations habituelles entre randonneurs. Ils nous ont demandé si nous descendions du col. Nous leur avons confirmé que oui et que la vue là-haut était magnifique. C'est le dernier témoignage fiable de personnes ayant vu Armel et Théo vivants. Selon la reconstitution qui sera établie plus tard par les enquêteurs, mère et fils auraient dû atteindre le col vers 13h, compte tenu de leur rythme habituel et des conditions de ce jour-là. Le col de la Forclaz, situé à 1646 mètres d'altitude, est un point de passage fréquenté où plusieurs sentiers se rejoignent.
De nombreux randonneurs y font une pause déjeuner, profitant de la vue panoramique et des tables de pique-nique installées par la commune. Cependant, aucun des randonneurs présents au col ce jour-là ne se souvient avoir vu Armelle et Théo. Pierre Meunier, garde forestier qui effectuait sa tournée habituelle du week-end, était présent au col entre 13h et 14h30. Il connaissait Armelle de vue, l'ayant déjà croisé à plusieurs reprises lors de ses rondes. Il est catégorique. Ils ne sont pas passés par le col ce jour-là. L'après-midi s'écoule sans que personne ne s'inquiète encore. Il n'est pas inhabituel que des randonneurs modifient leur itinéraire en cours de route, explorent des sentiers secondaires ou s'arrêtent plus longtemps que prévu pour profiter du paysage. La famille et les amis d'Armelle n'attendent pas forcément de nouvelles avant le soir. C'est vers 19h qu'Élise Fontaine commence à s'inquiéter. Elle avait prévu de passer chez Armelle en fin d'après-midi pour lui emprunter des documents pédagogiques en vue de la rentrée du lundi. N'obtenant pas de réponse au téléphone ni à l'interphone, elle suppose d'abord qu'ils ont prolongé leur randonnée et rentreront plus tard. À 21h30, l'inquiétude d'Élise se transforme en véritable angoisse. Elle contacte Gildas, pensant qu'Armelle a peut-être eu un problème et l'a prévenu en priorité concernant leur fils. Mais Gildas affirme n'avoir eu aucune nouvelle depuis leur conversation téléphonique de la veille. C'est finalement à 22h15 qu'Élise appelle la gendarmerie d'Annecy pour signaler la disparition de ses amis. L'officier de permanence, habitué aux fausses alertes concernant des randonneurs simplement retardés, prend néanmoins la déclaration au sérieux compte tenu de l'expérience notoire d'Armelle en montagne et de la présence d'un enfant. Une première patrouille de gendarmerie se rend immédiatement au parking du col de la Forclaz. La Renault Clio bleu d'Armelle est toujours stationnée au même endroit, désormais seule sur le parking désert. L'examen sommaire du véhicule ne révèle rien d'anormal. Il est correctement fermé, aucun signe d'effraction ou de lutte n'est visible. À minuit 45, le capitaine Laurent Marchand, responsable de la section de recherche et de sauvetage en montagne de la gendarmerie d'Annecy, est contacté à son domicile. Compte tenu de l'expérience d'Armelle et de la durée anormale de l'absence, il décide de déclencher immédiatement les procédures de recherche, sans attendre le délai habituel de 48 heures pour les adultes. Dès 6 heures du matin le dimanche 24 septembre, une opération de recherche d'envergure se met en place. 22 gendarmes, accompagnés de 12 membres du peloton de gendarmerie de haute montagne et de 8 maîtres chiens spécialisés dans la recherche de personnes disparues, ratissent méthodiquement tous les sentiers accessibles depuis le parking du col de la Forclaz. L'hélicoptère de la sécurité civile effectue des reconnaissances aériennes pendant plus de 6 heures, survolant toute la zone dans un rayon de 15 km autour du dernier point connu. Les recherches se concentrent d'abord sur le sentier principal menant au col, puis s'étendent aux itinéraires secondaires et aux zones hors piste où mère et fils auraient pu s'aventurer. Parallèlement, les enquêteurs interrogent systématiquement tous les randonneurs qui ont fréquenté la zone le samedi. Le témoignage du groupe de Marie-Claire Dubos permet d'établir avec certitude qu'Armelle et Théo se dirigeaient bien vers le col, vers 11h30, et qu'ils semblaient en parfaite forme à ce moment-là. Mais au-delà de ce point, c'est le vide total. Aucune trace, aucun indice, aucun équipement abandonné. Comme si mère et fils avaient littéralement disparu entre 11h30 et 13h, quelque part sur les 2 derniers kilomètres du sentier menant au col de la Forclaz. Les recherches se poursuivent pendant 11 jours consécutifs, mobilisant au total plus de 150 personnes. Gendarmes, pompiers, bénévoles locaux et membres du peloton de gendarmerie de haute montagne. Chaque mètre carré dans un rayon de 20 km autour du parking est méthodiquement inspecté. Les chiens de recherche explorent toutes les zones accessibles, les plongeurs de la sécurité civile sondent les points d'eau de la région et l'hélicoptère survole quotidiennement la zone avec des caméras thermiques. Le 4 octobre 2017, le capitaine Marchand prend la décision difficile de suspendre les recherches actives. Aucun élément tangible n'a été découvert.
Ni vêtements, ni équipements, ni traces de passage hors des sentiers balisés. L'enquête passe alors en phase d'investigation judiciaire, sous la direction du procureur de la République d'Annecy. Pour Élise Fontaine, cette transition marque le début d'un cauchemar qui va durer 2 années. Les premiers mois ont été les plus difficiles, confiera-t-elle plus tard. On espérait encore qu'ils allaient réapparaître, qu'il y avait une explication logique. Peut-être qu'ils avaient eu un accident, et qu'ils étaient quelque part, blessés mais vivants, attendant qu'on les trouve. Gildas Guérin, lui, adopte un comportement qui interroge progressivement les enquêteurs. Lors des premiers interrogatoires, il se montre coopératif, mais étrangement détaché émotionnellement. Le capitaine Marchand note dans son rapport « Le père de l'enfant disparu manifeste une inquiétude qui semble davantage intellectuelle qu'émotionnelle. Ces réactions ne correspondent pas au profil psychologique habituel d'un parent confronté à la disparition de son enfant. » Gildas fournit un alibi précis pour le week-end de la disparition. Il était chez sa sœur à Lyon, aidant à déménager son neveu. 3 témoins confirment sa présence là-bas du vendredi soir au dimanche après-midi. Les relevés de son téléphone portable et les données de géolocalisation de son véhicule corroborent entièrement sa version. Au collège Saint-Michel, la disparition d'Armel et Théo provoque un choc profond. La direction met en place un soutien psychologique pour les élèves de la classe de Théo et pour les collègues d'Armel. Élise Fontaine, malgré sa propre détresse, devient naturellement la référente pour toutes les questions concernant ses amis disparus. « Armel était quelqu'un de méthodique et de prudent », répète-t-elle inlassablement aux enquêteurs. Elle n'aurait jamais pris de risques inconsidérés, surtout avec Théo. Si elle avait voulu changer d'itinéraire ou explorer un sentier inconnu, elle l'aurait fait avec toutes les précautions nécessaires. Les enquêteurs explorent systématiquement toutes les hypothèses. L'accident reste la piste privilégiée. Une chute dans une crevasse, un éboulement, une attaque d'animal sauvage. Mais l'absence totale d'indices matériels rend cette théorie de plus en plus improbable. Dans les Alpes, même les accidents les plus graves laissent généralement des traces. Équipements éparpillés, traces de lutte ou au minimum des restes que les animaux sauvages auraient dispersés. L'hypothèse d'une fugue volontaire est rapidement écartée. Armel n'avait aucun motif de disparaître. Sa situation professionnelle était stable, ses finances équilibrées, et elle n'avait aucun conflit majeur en cours. De plus, emporter son fils de 12 ans dans une fugue paraît totalement incohérent avec sa personnalité responsable. L'enlèvement représente la 3e piste explorée. Mais les circonstances rendent cette hypothèse également peu crédible. Pourquoi des ravisseurs auraient-ils choisi de s'attaquer à 2 personnes sur un sentier de montagne, loin de tout, sans aucune garantie de pouvoir les extraire discrètement? Et surtout, aucune demande de rançon n'est jamais formulée. Au fil des mois, l'affaire sort progressivement de l'actualité locale. Les médias régionaux publient encore quelques articles aux dates d'anniversaire de la disparition. Mais l'absence de développement nouveau fait que l'attention du public se porte ailleurs. Pour les proches d'Armel et Théo, cette indifférence progressive est particulièrement douloureuse. Élise Fontaine refuse d'abandonner. Elle organise plusieurs battues bénévoles au printemps 2018, lorsque la fonte des neiges permet d'accéder à des zones qui étaient inaccessibles lors des recherches initiales. Une 30aine de personnes répondent à son appel. Anciens collègues d'Armel, parents d'élèves et montagnards locaux sensibilisés à l'affaire. Ces recherches citoyennes permettent de fouiller minutieusement plusieurs zones qui n'avaient été survolées qu'en hélicoptère, mais elles ne révèlent rien de plus que les investigations officielles. Élise commence alors à développer sa propre théorie sur la disparition, une intuition qui va progressivement se préciser. « J'ai commencé à me poser des questions sur Gildas », confie-t-elle au capitaine Marchand lors d'un entretien en juin 2018. Son comportement depuis la disparition me paraît de plus en plus étrange. Il ne participe jamais aux recherches bénévoles, ne semble pas véritablement affecté par la perte de son fils, et je l'ai aperçu plusieurs fois dans des endroits où il n'avait rien à faire. Les enquêteurs prennent note de ces observations, mais ne peuvent pas grand-chose sans éléments concrets.
L'alibi de Gildas pour le week-end de la disparition reste inattaquable, corroboré par des preuves techniques indiscutables. De plus, Gildas n'a aucun antécédent judiciaire et rien dans son passé ne suggère une propension à la violence. L'été 2018 passe sans développement. Gildas reprend progressivement une vie normale, sort même avec une nouvelle compagne qu'il rencontre par le biais de collègues de travail. Cette relation, qui devient sérieuse assez rapidement, choque profondément Élise et les proches d'Armel. Comment peut-on refaire sa vie si facilement quand son enfant a disparu, s'interroge Élise avec amertume. L'hiver 2018-2019 est particulièrement rigoureux dans les Alpes. Les chutes de neige exceptionnelles rendent inaccessibles de vastes zones de montagne, repoussant encore toute possibilité de recherche dans certains secteurs. Élise Fontaine développe une obsession pour les cartes topographiques de la région, étudiant inlassablement tous les recoins où Armel et Théo pourraient se trouver. Au printemps 2019, elle reprend ses recherches bénévoles avec un groupe réduit mais déterminé. Cette fois, elle décide de se concentrer sur des zones plus éloignées du sentier principal, en partant du principe qu'Armel et Théo ont pu dévier de leur itinéraire pour une raison inconnue. C'est lors de l'une de ces battues, le 16 juin 2019, qu'Élise fait une découverte troublante. Dans une zone boisée située à environ 4 km du sentier principal, elle remarque des traces de passage relativement récentes. Branches cassées, à hauteur d'homme, végétation piétinée, et surtout, plusieurs arbres portant des marques qui ressemblent à des entailles faites par un outil métallique. Elle photographie soigneusement ces éléments et les transmet immédiatement au capitaine Marchand. L'expertise technique révèle que ces marques ont effectivement été faites par un objet métallique tranchant, probablement une hache ou un outil similaire. Mais leur datation précise est impossible, et rien ne permet de les relier directement à la disparition d'Armel et Théo. Néanmoins, cette découverte relance l'intérêt des enquêteurs pour des zones plus éloignées des sentiers balisés. Ils procèdent à de nouvelles recherches dans ce secteur, sans résultat concret, mais avec la conviction croissante que la clé de l'énigme se trouve quelque part dans ces forêts denses qui entourent les sentiers de randonnée. Le 15 octobre 2019 marque le début de la saison de chasse dans les Alpes savoyardes. Marcel Jouffroy, chasseur expérimenté de 68 ans, connaît la forêt autour d'Annecy comme sa poche. Depuis 45 ans, il arpente ces bois avec ses chiens, d'abord accompagné de son père, puis seul, et maintenant avec son petit-fils de 22 ans, Julien. Ce matin-là, Marcel part avec Rex, son épagnol breton de 6 ans, réputé pour son flair exceptionnel et sa capacité à débusquer le gibier dans les zones les plus difficiles d'accès. Ils se dirigent vers un secteur boisé qu'ils n'ont pas exploré depuis plusieurs années, situé à environ 3 km au nord-est du sentier du col de la Forclaz. Il est 11h45 quand Rex commence à manifester un comportement inhabituel. Au lieu de chercher des traces de gibier, le chien se concentre obsessionnellement sur une zone particulière, grattant frénétiquement le sol avec ses pattes avant et émettant des gémissements aigus que Marcel n'a jamais entendus auparavant. Rex était dans un état que je ne lui connaissais pas, racontera plus tard Marcel aux enquêteurs. Il grattait la terre comme s'il y avait quelque chose d'enterré là-dessous, mais ce n'était pas son comportement habituel face à une proie. Il semblait agité, presque angoissé. Marcel s'approche pour examiner l'endroit qui fascine tant son chien. Au premier regard, rien ne distingue cette zone du reste de la forêt. Un sol couvert de feuilles mortes, quelques fougères et la végétation dense typique des sous-bois alpins. Mais en observant plus attentivement, Marcel remarque que la terre semble avoir été remuée relativement récemment. La végétation au sol présente des irrégularités suspectes. Certaines fougères poussent de manière désordonnée, comme si elles avaient été transplantées, et la couche de feuilles mortes paraît moins compacte qu'ailleurs. Pour un homme habitué à lire les signes de la forêt, ces détails sont révélateurs d'une intervention humaine.
Rex continue de gratter avec une détermination extraordinaire, et Marcel décide de l'aider en écartant les feuilles mortes avec un bâton. À 20 centimètres de profondeur, le bâton heurte quelque chose de souple mais résistant. Marcel creuse alors avec ses mains et met rapidement au jour un morceau de tissu de couleur vive. En tirant délicatement sur ce tissu, Marcel découvre avec stupéfaction qu'il s'agit d'un vêtement d'enfant, un sweatshirt rouge de marque Decathlon. De taille correspondent à un enfant de 12 ans environ. Le vêtement, bien que souillé par la terre, est remarquablement bien conservé, suggérant qu'il n'a pas été exposé aux intempéries pendant une période prolongée. Marcel interrompt immédiatement ses fouilles, comprenant instinctivement qu'il vient de faire une découverte potentiellement cruciale pour l'enquête sur la disparition d'Armel et Théo Guérin. En tant que chasseur expérimenté, il sait qu'il ne doit pas contaminer ce qui pourrait être une scène de crime. Il photographie soigneusement l'emplacement avec son téléphone portable, note l'heure exacte et les coordonnées GPS, puis rappelle Rex et quitte immédiatement la zone pour prévenir les autorités. Le trajet jusqu'à la gendarmerie d'Annecy lui prend 45 minutes, pendant lesquelles il ne cesse de repenser à cette découverte troublante. À 13h20, Marcel Jouffroy franchit les portes de la gendarmerie d'Annecy et demande à parler d'urgence au capitaine Marchand. Lorsqu'il explique sa découverte, l'officier comprend immédiatement l'importance potentielle de cette trouvaille et décide de se rendre sur place sans délai. À 14h15, une équipe technique composée du capitaine Marchand, de 2 gendarmes spécialisés dans les investigations criminelles et d'un expert de l'identité judiciaire arrive sur les lieux guidés par Marcel Jouffroy. L'endroit est immédiatement sécurisé et un périmètre de protection est établi. L'examen préliminaire confirme les observations de Marcel. Le sol a effectivement été creusé puis comblé, probablement dans les 2 dernières années compte tenu de l'état de la végétation. Les fouilles méthodiques commencent immédiatement, sous la supervision de l'expert judiciaire. À 15h42, l'équipe met au jour un deuxième élément, une chaussure de randonnée pour femmes, taille 39, de marque Salomon. Cette chaussure correspond exactement au modèle qu'Élise Fontaine avait décrit comme étant celui qu'Armel portait habituellement lors de ses sorties en montagne. Les fouilles se poursuivent avec une minutie extrême. Chaque centimètre cube de terre est tamisé, chaque objet découvert est photographié in situ avant d'être prélevé selon les protocoles judiciaires les plus stricts. L'excavation révèle progressivement un véritable dépôt d'objets enterrés, vêtements, équipements de randonnée et surtout l'appareil photo numérique d'Armel. La découverte de ces objets enfouis transforme radicalement l'enquête. Pour la première fois depuis la disparition, les enquêteurs disposent d'éléments matériels concrets qui prouvent qu'Armel et Théo n'ont pas simplement eu un accident de montagne. Quelqu'un a délibérément enterré leurs affaires, ce qui implique nécessairement une intervention criminelle. Le capitaine Marchand convoque immédiatement le procureur de la République pour l'informer de ces développements. L'affaire, qui était classée comme disparition inquiétante, bascule officiellement en enquête pour enlèvement et séquestration, avec constitution d'une équipe d'investigation renforcée. L'analyse de l'appareil photo d'Armel révèle des éléments cruciaux. La dernière photo, horodatée à 12h08 le 23 septembre 2017, montre Théo souriant devant un paysage de montagne. Mais cette photo n'a pas été prise sur le sentier du col de la Forclaz. L'analyse du paysage en arrière-plan, effectuée par un expert géographe, démontre qu'elle a été prise dans la zone où les objets ont été enterrés. Cette révélation bouleverse complètement la chronologie établie jusque-là. Armel et Théo ne se dirigeaient donc pas vers le col de la Forclaz quand ils ont croisé le groupe de Marie-Claire Dubos vers 11h30. Ils ont dévié de leur itinéraire pour une raison inconnue et se sont retrouvés dans cette zone boisée, isolée, à plusieurs kilomètres de tout sentier balisé. Les analyses ADN pratiquées sur les vêtements retrouvés confirment sans aucun doute possible qu'ils appartiennent bien à Armel et Théo Guérin. Mais ces vêtements présentent une particularité troublante. Ils sont remarquablement propres et ne portent aucune trace de lutte, de sang ou de déchirure. Tout se passe comme s'ils avaient été soigneusement nettoyés avant d'être enterrés.
L'expertise de la zone d'enfouissement révèle d'autres éléments inquiétants. L'analyse de la terre montre qu'elle a été creusée avec des outils, probablement une pelle et une pioche, par quelqu'un qui connaissait les techniques de terrassement. La profondeur du trou, la méthode de remblaiement et la façon dont la végétation a été replacée suggèrent un travail méthodique et expérimenté. De plus, l'emplacement choisi pour l'enfouissement témoigne d'une connaissance approfondie de la topographie locale. Cette zone, invisible depuis tous les sentiers environnants et inaccessible aux promeneurs occasionnels, ne peut être connue que par quelqu'un qui fréquente régulièrement la forêt ou qui l'a spécifiquement repérée. Le capitaine Marchand décide de reconvoquer toutes les personnes interrogées lors de l'enquête initiale. Cette fois, les questions portent sur la possibilité qu'Armel et Théo aient rencontré quelqu'un qu'ils connaissaient sur le sentier, quelqu'un qui aurait pu les convaincre de modifier leur itinéraire. Élise Fontaine, interrogée le 20 octobre 2019, fournit un témoignage qui va orienter définitivement l'enquête. Maintenant que j'y repense, Armel m'avait dit que Gildas connaissait très bien cette région. Avant leur séparation, il partait souvent chasser avec des amis dans ces forêts. Elle trouvait même qu'il y passait trop de temps, qu'il utilisait la chasse comme prétexte pour s'isoler quand il était en colère contre elle. Cette information amène les enquêteurs à s'intéresser de plus près aux activités de Gildas Guérin. L'examen de ses relevés téléphoniques sur les mois précédant la disparition révèle qu'il a effectué plusieurs appels à des numéros liés à des associations de chasse locales. Une vérification auprès de ces associations confirme que Gildas était effectivement inscrit comme chasseur occasionnel et qu'il avait demandé des renseignements sur les zones de chasse autorisées dans le secteur du col de la Forclaz. Le 23 octobre 2019, soit exactement 2 ans et 1 mois après la disparition, Gildas Guérin est convoqué pour un nouvel interrogatoire. Cette fois, l'atmosphère est radicalement différente des premiers entretiens. Le capitaine Marchand et son adjoint, le lieutenant Sophie Verneuil, disposent désormais d'éléments concrets et peuvent exercer une pression psychologique calculée. Gildas arrive à la gendarmerie accompagné d'un avocat, ce qui constitue déjà un changement notable par rapport aux interrogatoires précédents où il s'était présenté seul. Son comportement paraît moins décontracté qu'auparavant. Il semble tendu et répond de manière plus évasive aux questions. Quand les enquêteurs lui présentent les photos des objets retrouvés, Gildas reconnaît formellement le sweatshirt de Théo et les chaussures d'Armel. Mais il affirme ne pas comprendre comment ces affaires ont pu se retrouver enterrées dans cette zone. Il prétend n'avoir jamais chassé spécifiquement dans ce secteur et ne pas connaître l'emplacement exact où les objets ont été découverts. Cependant, une contradiction majeure apparaît dans son discours. Gildas affirme d'abord ne pas connaître la zone de la découverte, puis, quelques minutes plus tard, fait une remarque précise sur la difficulté d'accès à cet endroit. Comment savez-vous que cet endroit est difficile d'accès si vous prétendez ne pas le connaître, lui demande le lieutenant Verneuil. Cette contradiction, notée scrupuleusement dans le procès verbal, va constituer le premier élément tangible suggérant que Gildas en sait plus qu'il ne veut l'admettre. Mais elle n'est pas suffisante pour justifier une mise en garde à vue ou des accusations formelles. L'interrogatoire se poursuit pendant 4 heures. Gildas maintient sa version concernant son alibi du week-end de la disparition, toujours corroboré par les mêmes témoins et les mêmes preuves techniques. Les enquêteurs tentent de le déstabiliser en suggérant différents scénarios, mais Gildas, conseillé par son avocat, reste sur ses positions. À la fin de l'interrogatoire, le capitaine Marchand prend une décision stratégique. Au lieu de laisser partir Gildas, il l'informe que l'enquête va s'intensifier et que de nouveaux éléments techniques sont attendus dans les prochains jours. Nous allons analyser en détail tous les objets retrouvés. Si votre ADN ou vos empreintes digitales apparaissent dessus, cela nécessitera des explications complémentaires. Cette annonce, bien que partiellement bluffée, produit un effet visible sur Gildas. Pour la première fois depuis le début des interrogatoires, il semble véritablement inquiet.
Son avocat demande une suspension d'audience pour s'entretenir en privé avec son client, ce qui constitue un indice supplémentaire que la pression commence à porter ses fruits. Quand l'interrogatoire reprend, Gildas adopte une stratégie différente. Il reconnaît avoir peut-être fréquenté cette zone de forêt par le passé, lors de sorties de chasse avec des collègues. Il admet également avoir eu des conversations téléphoniques avec Armel concernant leur sortie de randonnée commune quand ils étaient encore mariés. Mais il maintient catégoriquement n'avoir aucune information sur les circonstances de leur disparition. Ces aveux partiels, bien qu'ils ne constituent pas encore des preuves de culpabilité, marquent un tournant dans l'enquête. Pour la première fois, Gildas reconnaît des éléments qu'il avait niés lors des interrogatoires précédents. Cette évolution dans son discours suggère qu'il commence à réaliser que les enquêteurs disposent maintenant d'éléments concrets pour vérifier ses déclarations. Le soir du 23 octobre, le capitaine Marchand fait le point avec son équipe. La découverte des objets enterrés a transformé une enquête au point mort en investigation criminelle active. Mais il manque encore l'élément déterminant qui permettra de confondre le ou les responsables de la disparition d'Armel et Théo. La pression exercée sur Gildas commence à produire ses effets, mais les enquêteurs savent qu'ils ne disposent pas encore d'assez d'éléments pour une arrestation. Il leur faut trouver d'autres preuves, d'autres témoins ou obtenir des aveux complets. L'enquête entre dans sa phase la plus délicate, où chaque geste, chaque question, chaque stratégie peut faire la différence entre la résolution de l'affaire et un nouveau point mort. Le 28 octobre 2019, l'enquête prend un tournant décisif grâce à une initiative inattendue d'Élise Fontaine. Obsédée par l'idée que Gildas cache quelque chose, elle décide de mener sa propre surveillance discrète de l'ex-mari de son ami. Cette démarche, bien que risquée et juridiquement discutable, va révéler l'élément qui manquait aux enquêteurs. Élise remarque que Gildas a modifié ses habitudes depuis la découverte des objets enterrés. Alors qu'il travaillait auparavant de manière régulière dans son atelier de soudure, il s'absente désormais plusieurs heures chaque jour, toujours aux mêmes créneaux horaires. Ces absences systématiques, entre 14h et 17h, intrigue Élise qui décide de le suivre discrètement. Le 30 octobre, Élise découvre que Gildas se rend régulièrement dans une déchetterie industrielle située à 15 km d'Annecy. Il y dépose systématiquement de gros sacs plastiques noirs qu'il sort du coffre de sa voiture. Ce comportement, répété quotidiennement depuis une semaine, paraît anormal pour quelqu'un qui prétend mener une vie ordinaire. Élise photographie discrètement les allées et venues de Gildas et transmet immédiatement ces informations au capitaine Marchand. L'officier comprend instantanément l'importance de cette observation. Gildas est probablement en train de se débarrasser d'éléments compromettants, craignant que les fouilles s'intensifient et révèlent d'autres preuves. Le 31 octobre au matin, une surveillance officielle est mise en place autour de la déchetterie. Les gendarmes obtiennent rapidement l'autorisation du gestionnaire du site pour examiner les conteneurs où Gildas dépose ses sacs. Ce qu'ils découvrent dépasse toutes leurs attentes. Dans les sacs déposés par Gildas se trouvent des outils de terrassement récemment nettoyés. Une pelle, une pioche et surtout une hache de bûcheron dont la lame porte encore des traces microscopiques de sève d'arbre. Cette hache correspond exactement aux entailles découvertes par Élise sur les arbres de la forêt 6 mois plus tôt. Mais la découverte la plus accablante est un carnet de notes manuscrites détaillant minutieusement les habitudes de randonnée d'Armel et Théo. Ce carnet, rédigé de la main de Gildas, contient des informations précises sur leurs itinéraires favoris, leurs horaires habituels et même des croquis topographiques de la région du col de la Forclaz. L'analyse graphologique confirme sans équivoque que l'écriture est bien celle de Gildas. Plus troublant encore, certaines notes sont datées des semaines précédant la disparition, prouvant qu'il préparait quelque chose en relation avec les sorties de sa ex-épouse et de son fils. Le 1er novembre 2019, Gildas Guérin est interpellé à son domicile à 6 heures du matin par une équipe de 6 gendarmes. Cette fois, il est placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration avec constitution de partie civile.
L'arsenal de preuves accumulées justifie désormais cette mesure coercitive. Confronté aux outils retrouvés dans la déchetterie et au carnet de surveillance, Gildas ne peut plus nier son implication. Mais il continue à affirmer qu'il n'a jamais fait de mal à Armelle et Théo. Selon lui, il se contentait de surveiller son ex-épouse parce qu'il s'inquiétait pour la sécurité de son fils lors de leur randonnée. Cette version ne résiste pas longtemps à l'interrogatoire mené par le capitaine Marchand et le lieutenant Verneuil. Les enquêteurs démontrent méthodiquement que le niveau de surveillance documenté dans le carnet va bien au-delà d'une simple inquiétude parentale. Gildas avait cartographié précisément tous les itinéraires d'Armelle, noté les horaires de ses sorties et même identifié les zones isolées où il ne risquait pas d'être dérangé. Après 12 heures d'interrogatoire intensif, Gildas finit par craquer partiellement. Il reconnaît avoir suivi Armelle et Théo le matin du 23 septembre 2017, mais prétend que c'était pour leur parler et essayer de récupérer sa famille. Selon sa version, il les a interceptés sur le sentier et leur a proposé de les accompagner, ce qu'Armelle aurait accepté pour éviter une scène. Cette première fissure dans son système de défense encourage les enquêteurs à intensifier la pression. Il confronte Gildas aux preuves matérielles. Comment explique-t-il que les vêtements d'Armelle et Théo se soient retrouvés enterrés dans une zone qu'il connaissait parfaitement? Pourquoi a-t-il conservé pendant 2 ans les outils utilisés pour creuser cette cache? C'est le lieutenant Verneuil qui trouve la faille psychologique décisive. Elle fait remarquer à Gildas que son fils Théo n'avait que 12 ans, qu'il était innocent de tous les conflits entre ses parents et qu'il méritait de grandir normalement. Même si vous en vouliez à Armelle, pourquoi avoir impliqué votre propre enfant? Demande-t-elle avec une émotion calculée. Cette question provoque chez Gildas un effondrement émotionnel spectaculaire. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, il manifeste des signes de détresse genuine. Il se met à pleurer et répète « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Ce n'était pas prévu. Tout a mal tourné. » Encouragé par cette brèche, le capitaine Marchand adopte une approche plus compréhensive. Il explique à Gildas que les enquêteurs comprennent qu'il ait pu perdre le contrôle, que la colère et la frustration peuvent pousser à des actes irréparables, mais qu'il est maintenant temps de dire la vérité pour que les familles puissent enfin faire leur deuil. C'est à 23h45, après 17 heures de garde à vue, que Gildas Guérin passe finalement aux aveux complets. Son récit, enregistré intégralement et retranscrit sur 42 pages de procès-verbal, révèle un crime d'une préméditation glaçante. Gildas explique qu'il n'avait jamais accepté le divorce prononcé en mai 2016. Malgré les apparences, il avait passé plus d'1 an à planifier un moyen de récupérer sa famille. Sa stratégie consistait à créer une situation où Armelle et Théo auraient des besoins de lui, où il serait contraint de se réconcilier avec lui. Son plan initial était de simuler un accident de randonnée dont il serait le sauveur providentiel. Il avait minutieusement étudié les habitudes d'Armelle, identifié ses itinéraires préférés et repéré des zones isolées où il pourrait intervenir sans témoin. L'idée était de provoquer une blessure légère chez Armelle, puis d'arriver par hasard pour la secourir et jouer les héros auprès de Théo. Le samedi 23 septembre 2017, Gildas avait menti à sa sœur pour échapper à son alibi de Lyon. Il était effectivement parti chez elle le vendredi soir, mais avait quitté discrètement son domicile vers 5 heures du matin le samedi, laissant sa voiture garée dans une rue adjacente pour que personne ne remarque son absence. Il avait rejoint la région d'Annecy en utilisant un véhicule de location qu'il avait réservé sous un faux nom plusieurs semaines auparavant. Cette précaution révèle le degré de préméditation de son plan et explique pourquoi les enquêteurs n'avaient trouvé aucune trace de sa présence dans la région. Gildas avait intercepté Armelle et Théo vers 11h45 sur le sentier du col de la Forclaz, à environ 500 mètres après le point où ils avaient croisé le groupe de Marie-Claire Dubos. Il leur avait expliqué qu'il était venu par hasard faire une randonnée dans le même secteur et avait proposé de les accompagner. Armelle
selon le récit de Gildas, avait d'abord refusé catégoriquement. Elle lui avait reproché de les suivre et exigé qu'il les laisse tranquilles. Mais Théo, heureux de voir son père, avait insisté pour qu'ils restent ensemble. Face à l'enthousiasme de son fils, Armelle avait fini par accepter à contre-cœur. Gildas avait alors proposé de leur faire découvrir un endroit magnifique qu'ils connaissaient, hors des sentiers battus. Il les avait guidés vers la zone boisée où les objets seraient retrouvés 2 ans plus tard. Cet endroit, isolé et invisible depuis les sentiers principaux, correspondait parfaitement à ses besoins. Une fois arrivé dans cette clairière, Gildas avait mis son plan à exécution. Il avait faim de trébucher et avait saisi Armelle par le bras avec une force excessive, dans l'intention de lui causer une entorse ou une blessure légère. Mais Armelle, comprenant instantanément ses intentions, s'était débattue violemment. C'est là que le plan soigneusement élaboré de Gildas avait déraillé. Face à la résistance d'Armelle et à ses cris, il avait paniqué et exercé une pression de plus en plus forte pour la faire taire. Théo, témoin de la scène, s'était mis à pleurer et à supplier son père d'arrêter. Dans un moment de rage aveugle, Gildas avait perdu tout contrôle. Il avait frappé Armelle avec une violence qu'il n'avait pas anticipée. Puis, réalisant que Théo était le témoin de son crime, il avait également agressé son propre fils pour l'empêcher de témoigner. Les détails précis de ces violences sont consignés dans le procès verbal, mais leur description dépasse le cadre de cette reconstitution. Ce qui importe, c'est que Gildas reconnaît avoir causé la mort d'Armelle et Théo dans cette clairière isolée, le 23 septembre 2017 vers 13 heures. Confronté à l'irréparable, Gildas avait alors mis en œuvre un plan de dissimulation d'une complexité effrayante. Utilisant les outils qu'il avait apportés dans son sac de randonnée, il avait d'abord nettoyé minutieusement tous les objets compromettants, expliquant l'absence de traces de sang ou de terre sur les vêtements retrouvés. Il avait ensuite creusé une première cache pour y enfouir les vêtements et les équipements les plus identifiables, ceux qui auraient immédiatement trahi l'identité des victimes. Cette cache, située exactement à l'endroit où Rex les découvrirait 2 ans plus tard, était destinée à être temporaire. Les corps d'Armelle et Théo avaient été dissimulés dans un endroit différent que Gildas refuse initialement de révéler. Il faudra 3 heures supplémentaires d'interrogatoire pour qu'il accepte enfin de guider les enquêteurs vers cette seconde sépulture située à 800 mètres de la première cache, dans une zone de rochers où il avait pu creuser plus profondément. Le 2 novembre 2019, une équipe de 15 gendarmes et experts judiciaires se rend sur place sous la direction de Gildas Menotté. La fouille de ce second site révèle effectivement les restes d'Armelle et Théo Guérin, enterrés à plus d'1 mètre de profondeur dans une cavité naturelle entre les rochers. L'expertise médico-légale confirme que mère et fils sont décédés le 23 septembre 2017, exactement comme l'indique la confession de Gildas. Les causes de la mort, révélées par l'autopsie, correspondent en tout point au récit de l'accusé, validant définitivement ses aveux. Gildas explique aux enquêteurs qu'il avait prévu de revenir déplacer tous les indices vers un endroit encore plus inaccessible, mais que la surveillance policière intensive des premiers mois l'en avait empêché. Il avait donc vécu pendant 2 ans avec l'angoisse permanente que ces caches soient découvertes. L'ironie tragique de cette affaire, c'est que si Gildas n'avait pas paniqué en octobre 2019 et n'avait pas tenté de se débarrasser de ses outils, il est probable que son crime ne serait jamais été découvert. La cache des vêtements, parfaitement dissimulée, aurait pu rester secrète pendant des décennies. Le procès de Gildas Guérin s'ouvre le 15 juin 2020 devant la cour d'assises de Haute-Savoie. Il plaide coupable des chefs d'accusation d'homicide volontaire sur Armelle Guérin et d'infanticide sur Théo Guérin. Ses aveux complets et sa coopération avec la justice lui évitent une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est finalement condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de 20 ans. Cette peine, considérée comme relativement clémente compte tenu de la gravité des faits,
s'explique par l'absence d'antécédents judiciaires de l'accusé et par le caractère partiellement impulsif du double meurtre. Élise Fontaine, constituée partie civile au procès, obtient des dommages et intérêts symboliques d'1 €. Dans sa déclaration finale, elle déclare « L'argent ne ramènera jamais Armel et Théo. Ce qui compte, c'est que la vérité soit enfin connue et que Gildas paie pour ce qu'il a fait. Armel et Théo peuvent maintenant reposer en paix. » Les obsèques d'Armel et Théo Guérin ont lieu le 3 juillet 2020 en l'église Saint-Maurice d'Annecy. Plus de 400 personnes assistent à la cérémonie. Et collègues, élèves, amis et membres de la communauté de randonneurs qui les avaient côtoyés. Cette affluence témoigne de l'impact qu'avait eu leur disparition sur toute la région. Marcel Jouffroy, le chasseur dont le chien Rex avait permis la découverte cruciale, est particulièrement ému lors de la cérémonie. Rex a senti qu'il fallait creuser, confie-t-il aux journalistes présents. Les chiens ont parfois des intuitions que nous n'avons pas. Je suis heureux d'avoir pu contribuer à ce qu'Armel et Théo retrouvent enfin la paix. L'affaire Guérin a profondément marqué la communauté des randonneurs des Alpes françaises. Elle a rappelé que même dans les environnements naturels les plus paisibles, la violence humaine peut surgir de façon imprévisible. Beaucoup de guides de montagne recommandent désormais aux randonneurs de ne jamais partir seuls et de toujours informer plusieurs personnes de leur itinéraire exact. La zone où ont été retrouvés les corps d'Armel et Théo a été transformée en mémorial discret. Une simple plaque de bronze, posée sur un rocher à l'écart des sentiers, porte leur nom et les dates de leur naissance et de leur décès. Ce lieu de recueillement est devenu un point de passage pour les randonneurs qui souhaitent honorer leur mémoire. Gildas Guérin purge actuellement sa peine à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Selon ses gardiens, il manifeste des signes de dépression chronique et refuse la plupart des activités proposées aux détenus. Il n'a jamais demandé à recevoir de visite et correspond uniquement avec son avocat. L'enquête a également révélé que Gildas avait commencé à surveiller d'autres femmes de la région après la mort d'Armel et Théo. Des carnets similaires à celui utilisé pour espionner son ex-épouse ont été découverts dans son domicile, contenant des informations sur 3 autres mères de famille pratiquant la randonnée. Cette découverte suggère que s'il n'avait pas été arrêté, Gildas aurait pu commettre d'autres crimes. Le capitaine Marchand, qui a dirigé l'enquête du début à la fin, a pris sa retraite en décembre 2020. Dans ses mémoires, publiés 2 ans plus tard, il consacre un chapitre entier à l'affaire Guérin. Ce qui m'a le plus marqué dans cette enquête, écrit-il, c'est la façon dont un homme apparemment ordinaire peut basculer dans une violence absolue par simple refus d'accepter la réalité. Gildas n'était pas un psychopathe né, mais quelqu'un qui n'a jamais appris à gérer l'échec et la frustration. L'affaire a également eu des répercussions sur la législation française concernant le harcèlement post-divorce. Le comportement de surveillance exercé par Gildas sur Armel avant sa mort a contribué à renforcer les dispositifs de protection des victimes de violences conjugales, même après la séparation officielle. Rex, le chien de Marcel Jouffroy, qui avait découvert les premières preuves, est devenu une petite célébrité locale. Il a été décoré par la municipalité d'Annecy, et plusieurs journaux ont consacré des articles à son flair exceptionnel. Rex est décédé paisiblement en mars 2023, à l'âge de 9 ans, entouré de l'affection de sa famille d'adoption. Cette tragique histoire nous montre comment la violence conjugale peut persister bien au-delà de la séparation officielle, et comment le refus d'accepter l'échec d'une relation peut conduire aux pires extrémités. Les signaux d'alarme étaient présents. Le comportement contrôlant de Gildas, sa surveillance obsessionnelle d'Armel, son incapacité à accepter le divorce. Mais personne n'imaginait qu'il pourrait aller jusqu'au meurtre de sa propre famille. Avez-vous perçu les signes inquiétants dans le comportement de Gildas tout au long de cette reconstitution? Sa réaction anormalement détachée lors de la disparition, ses connaissances suspectes sur des zones qu'il prétendait ne pas fréquenter, son refus de participer aux recherches bénévoles. Partagez vos observations dans les commentaires.
Si cette enquête approfondie vous a interpellé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos futurs cas d'investigation. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également aux affaires criminelles réelles. Votre soutien nous permet de continuer à donner une voix aux victimes et de mettre en lumière le travail remarquable des forces de l'ordre.